Ce mix entre Chewbacca et le cousin machin, c'est moi. Et là, c'est également moi en février 2009 dans une piscine à 12 degrés et 2 degrés dehors. Et là, c'est la raison pour laquelle je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous faire un résumé pendant une dizaine de minutes, on va dire. Donc asseyez-vous, je vais vous passer la rééducation que j'ai faite pendant longtemps, que je continue de faire encore aujourd'hui, et vous raconter mon histoire en même temps. Alors, mettez-vous tranquille et je commence. Il nous arrive à tous des bricoles dans la vie, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels ou bien des problèmes physiques. Et des fois, ça chatouille un peu plus. 1er septembre 2007. Je roule tranquillement à 50 à l'heure sur une moto, 125 cm3, un TTR pour ceux qui connaissent. Je vais tout droit, j'ai mon casque, les gants, 50 à l'heure en ville, donc tout va bien. Et c'est là que tout bascule. Je vous mets cette vidéo en ligne aujourd'hui car si elle peut permettre à certains de se reconnaître ou bien de trouver une sorte de courage insoupçonné, c'est que j'aurais réussi ma mission. Je vous raconte ma petite descente aux enfers, ma petite descente à moi. Avant le 1er septembre 2007, j'ai toujours aimé faire de la moto, plutôt assez vite d'ailleurs. Je pratiquais le volleyball, la natation, et depuis 2 ans, je m'étais mis au golf parce que, vu la taille de mes bras, j'arrivais à envoyer quand même de sacrées cacahuètes. Je roule tout droit, une personne en face de moi me coupe la route au dernier moment. « Ah, mon GPS m'a dit d'aller à gauche. » Super. Et je le précise, évidemment sans clignotant, même si dans les circonstances, je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Donc mon coup se fracasse sur le montant avant droit de son Renault Scénic. Alors je me retrouve par terre, groggy, j'entends à peine ce qui se passe autour, et je comprends franchement pas bien ce qui m'arrive. J'entends juste un moteur qui essaye de redémarrer frénétiquement, sauf que la voiture a été immobilisée, faute d'avoir une boîte de vitesse dans son moteur, et qui en fait était tombée par terre. La moto ayant complètement enfoncé la roue avant droite du véhicule, et l'inertie ayant fait le reste du travail. Puis, au bout d'un certain temps, je dirais environ 1 ou 2 minutes, sauf toutefois on est sûr, je vois une dame qui était assise côté passager, qui vient vers moi, alors que j'étais encore par terre, et qui me dit « Ah vraiment bravo, merci, vous avez gâché nos vacances. » Bigre. L'endroit était désert, pas de témoins, et comme je suis d'un naturel vraiment très gentil, vu que je pouvais pas faire grand chose, j'appelle un ami qui habitait à 2 pas de là. Lui, de son côté, s'occupe d'appeler mes parents qui me rejoignent à l'hôpital d'Auray. Je sais que j'ai pas voulu appeler les pompiers en fait, parce que dans ma famille, on était 2 enfants, et mes parents avaient déjà perdu une fille dans un accident de la route, quand j'avais 16 ans, elle en avait 19. Donc, on se retrouve à l'hôpital, et ils me font une simple radio, malgré quand même quelques petites jérémiades de ma part, mais pas trop, parce que je voulais pas affoler mon père et ma mère. Donc je vous passe les détails sur la moto qui était dans un sale état. Alors les jours et les semaines passent, j'avais de plus en plus mal à tenir les objets et de plus en plus de mal à marcher également. Ça en fait, c'était dû à une compression de la moelle au niveau des vertèbres cervicales, mais on y reviendra plus tard et je vous ai mis le diagnostic à la fin. Je me remets à jouer au golf, et puis je peux plus trop faire le geste. Mes balles partent dans tous les sens, mais je veux pas voir ce qui en fait va devenir une évidence. 5 ou 6 mois passent, là je suis incapable de courir, je commence à trébucher, à tomber vraiment souvent. Je me rends à l'hôpital de Vannes pour voir un excellent neurologue me diagnostiquer une sclérose en plaques. Rien à voir avec ce que j'avais. Bon, je suis pas médecin, mais entre-temps, j'avais été faire un IRM qui montrait la compression des vertèbres sur la moelle. Alors on me drogue, avec toutes sortes de bolus de Solumédrol, tout un tas de choses très désagréables. Peut-être très sympa pour un junkie, mais moi je valide pas du tout ce genre de truc. Donc 6 mois avant l'opération, là, je commence à être bloqué dans mon lit. Quasiment toute la journée, parce que mes jambes ne me portent plus, je peux plus tenir d'objets, j'ai des fourmis partout dans le corps, et chaque geste en fait me demande de plus en plus d'efforts. C'est un peu comme si vous imaginiez prendre des outils de musculation pour les mains. Vous savez, vous les serrez, desserrez, serrez, desserrez. Et vous sentez une espèce de pression énorme pour arriver à finalement serrer totalement l'objet. Là, c'est un peu la même chose. Et c'est maintenant dans la plupart des parties de mon corps. Sauf que dans certains endroits, j'ai carrément plus de sensations. Donc, au bout de je ne sais pas combien de tentatives, et soyons clairs, des menaces,
j'arrive enfin à avoir mon dossier médical qu'on arrive à transmettre à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Là, je rencontre un neurochirurgien. Alors, rencontre lunaire. Il rentre dans la pièce sans dire bonjour. Il regarde les IRM alors que j'étais allongé et il dit inopérable. Et puis il se barre. Ok. Je reste jusqu'à la fin de la journée pour faire des tests. Et là, juste avant de partir, je revois ce même neurochirurgien suivi de certains de ses étudiants qui, à leur regard, en fait, le prenaient un peu pour le messie. Depuis, je sais que c'est un peu comme ça dans les hôpitaux, concernant les neurochirurgiens. Il rentre dans la chambre, regarde mon dossier qui était au bout du lit et dit « Patient, je vous cache mon nom, souffre d'une tétraplégie avec un matériel extrêmement dégénératif, patati patata. » Il passe au lit d'à côté. Il y avait un procureur jeune d'environ une trentaine d'années qui se faisait opérer pour la seconde fois d'une tumeur de cerveau. Il décrit le mal du patient, remet la fiche sur son lit et se dirige vers la porte, suivi de ses petits étudiants. Là, je l'interpelle. « Dis-moi du con, on t'a jamais appris la politesse ? On t'a jamais appris que ça se faisait d'entrer dans une pièce et de dire bonjour ?» Là, on se regarde. Alors lui avec des grands yeux et moi avec un air qui semblait vouloir dire que je ne reviendrai pas sur mes propos. Il dit rien. Il commence à se barrer, se retourne et me regarde une seconde fois et me dit « Bonne soirée à vous ». Ça aurait pu s'en finir là. On était en toute fin d'après-midi et j'allais repartir en ambiance chez moi. Quand je vois ce moins que rien se pointer dans la chambre, autant vous dire que ce personnage extrêmement imbu de sa personne et totalement puant ne m'inspirait pas vraiment de la sympathie. Puis on parle, peut-être pendant 3/4 d'heure ou 1 heure, de tout, de rien, mais pas tellement de moi en fait, pas tellement du mal qui m'avait amené ici. Il me propose de revenir quelques jours plus tard. Je lui demande pourquoi, mais je n'obtiens pas vraiment de réponse. Je reviens donc, le rencontre, et là, nous parlons peut-être pendant, je sais pas, on va dire à peu près 2 heures. Je reste le soir sous prétexte de test, et je le vois revenir le lendemain, encore pendant à peu près autant de temps. Je rentre chez moi. Bon, terminé. Puis on se parle au téléphone durant les jours suivants. Peut-être, 5-6 jours plus tard, il me propose une opération qui n'avait pas encore été testée. J'ai su en fait par la suite qu'il semblait être à la recherche d'un patient qui soit suffisamment combatif face aux problèmes de la vie. Le matin de l'opération, lorsqu'il m'emmène avec les infirmières dans la salle, je lui dis « Si l'opération ne réussit pas, faites une erreur, je vous en voudrais pas, mais je veux pas me réveiller. » Il faut dire qu'à l'époque, en fait, j'avais ni femme, ni enfant, et la perspective de finir ma vie dans un lit alors que j'étais plutôt sportif, et j'adorais croquer la vie à pleines dents, ne me convenait pas vraiment. Et c'est là où je veux en venir avec toute cette histoire. Je me réveille environ 8 heures plus tard, avec une sorte de douleur qui chatouillait, qui gratouillait. J'aurais du mal à vous l'expliquer de façon relativement intense. En d'autres termes, en fait, j'étais à l'agonie au bout de ma vie. Et au bout de 3 jours, j'ai demandé aux infirmières de m'aider à m'asseoir sur le lit. Et c'est là que je commence à être un véritable abruti. Preuve en est qu'il vaut mieux l'être des fois. Pendant les nuits que j'ai passées à l'hôpital, je me levais. Je connaissais les couloirs par cœur. D'ailleurs, mon menton, mon front, mon nez, plein d'autres parties de mon corps commençaient à être très coutumiers du sol. En gros, j'arrêtais pas de me casser la gueule. Et puis, il vient le moment où vous me voyez maintenant, qui est environ 5 mois après l'opération. Donc je tiens à remercier de tout mon cœur cet être imbuvable, totalement insupportable, mais aussi insupportable que génial. Et je ne vous parle pas de la personne que vous voyez juste avant sur la vidéo qui s'appelle Brice. C'est un kinésithérapeute du centre de Carpape qui se trouve en Bretagne et qui a un endroit qui vous remet les idées en place. Si je vous dis tout cela, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai conscience que même des causes perdues peuvent s'avérer être sauvées, ou tout du moins être rattrapées. On dit que l'espoir fait vivre. Moi, je vous dis que c'est cette maxime, elle est tout ce qu'il y a de plus exact et elle vous aide à avancer. Alors, si vous avez des problèmes, n'attendez pas nécessairement de faire face à votre destin. Réagissez. Soyez pugnace, soyez conscient, soyez lucide, mais n'oubliez pas ce petit grain de folie qui vous permettra d'avancer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.